Bonsoir. Bonsoir. Philippe. Merci beaucoup d'être là. Bah, écoutez, 250 000 exemplaires, c'est ça? Oui. Vous vous y attendiez? Non. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a un grand trouble, une attente, et les gens cherchent à comprendre comment on en est arrivé là. Et comment les élites mondialisées nous ont plongés dans le désastre où nous sommes. Voilà. On a l'impression, oui, que parfois, acheter des livres, je pense aux livres d'Éric Zemmour, aux vôtres, devient presque un acte militant pour des gens en colère. Enfin, il y a deux sortes, à mon avis, de lecteurs. Il y a ceux qui expriment leur colère, et puis il y a ceux qui l'achètent par curiosité, en se disant « je veux comprendre ». Parce qu'il y a quand même un grand trouble, on est quand même en guerre civile. Vous la définiriez comment, cette guerre civile? La guerre civile, c'est... Quels sont les contours? Parce que oui, le terme circule, mais tout le monde ne met pas la même chose sous ce mot. La guerre civile, c'est quand il y a des gens avec des kalachnikovs qui viennent assassiner des compatriotes. Oui, bien sûr. Des Français tirent sur d'autres Français. C'est les Français qui tirent sur d'autres Français. Alors derrière tout ça, évidemment, il y a une dérive qui est d'ordre politico-religieux, qui s'appelle l'islamisme, mais ça s'appelle une guerre civile. Et à partir du moment où on a le chef de la tribu qui nous dit à la télévision le 31 décembre, ça va continuer, et je ne peux rien faire contre ça, ça veut dire qu'en fait, les gens qui nous gouvernent depuis 50 ans, c'est des naufragants à cravate, ils coulent le bateau et ils sont sur le Titanic à faire leur partie de bridge. Moi, je suis un chien d'avalanche, je dis, ça va tomber, on est tout près là, de clash. C'est incroyable parce que le livre, je l'ai écrit cet été, oui. Et puis l'avalanche est arrivée là. Mais dans ce que vous racontez dans votre livre, il y a énormément de choses, et en particulier, c'est un livre ravageur contre le journalisme. Il y a des scènes, vous commencez d'ailleurs le livre par ça, votre première heure de vérité face à Yvan Levaille, et Yvan Levaille, sa première question, on est en 1992, c'est « Monsieur de Villiers, oui. Qu'est-ce qui vous différencie du maréchal Pétain ?» C'est ça. Alors, et donc je lui dis, mais attendez, moi je suis né en 1949, et en plus mon père était un héros de la résistance, donc... Et en fait, quelqu'un m'avait déjà expliqué à ce moment-là, de toute façon, la télévision c'est comme la frappe nucléaire, c'est la première frappe qui compte. Et donc l'assassinat est dans la question, quoi. Donc après c'est fini, quoi, voilà. Une autre chose que vous racontez dans ce livre, c'est le système médiatique, mais là, c'est sur les sondages aussi. Vous racontez que pendant votre campagne européenne de 94, vous êtes très, très, très bas dans les sondages. Ça ne décolle pas. Et tout à coup, on vous explique, mais il suffit de payer un sondage. Vous payez un sondage qui vous fait frémir, et comme vous devenez client, les instituts de sondage vous font monter, et ça a marché. Et c'est ça qui enclenche on est passé de 2% à 12% en 8 jours. Grâce à Jimmy Goldsmith, qui était un milliardaire. Qui était avec vous, qui s'était engagé. Il me dit, on est foutu, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, et un ami me dit, il faut acheter 3 instituts, les 3 principaux. Voilà. C'est-à-dire, il faut acheter 3 mois de sondage, l'équivalent. Voilà. Donc on achète 3 mois de sondage, et 8 jours après, on passe à 12, quoi. Parce qu'il y a un effet de prescription. Bien sûr. Parce qu'en fait, l'électeur suit le sondeur, bien souvent. Regardez ce qui va se passer pour la primaire, là. En fait, les gens ne vont pas voter pour le candidat de leur préférence. Ils vont voter pour celui qui va gagner, parce que les sondages disent qu'il va gagner, etc. Et parce qu'il a le plus de chances de battre l'adversaire. Donc c'est une perversion de la démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir beaucoup d'argent, quoi. Mais vous racontez beaucoup aussi que tout ça se joue sur un rapport à la nation, à l'histoire. En fait, il y a dans ce système-là une détestation de l'histoire et de la mémoire. Non, mais c'est assez simple. Avant Maastricht, chacun retrouvait sa chacunière. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Voilà. On peut faire des excentricités, mais après on revient au bercail. Depuis Maastricht, c'est mondialisme, souverainiste. C'est-à-dire, ceux qui pensent, qu'ils soient journalistes, intellectuels, artistes ou hommes politiques, ceux qui pensent que la France est finie, qu'elle n'a plus rien à dire au monde, et puis ceux qui pensent que la France a des ressources morales, intellectuelles, esthétiques, toute une vie secrète qui tient à la sédimentation du temps et qu'elle a quelque chose encore à dire au monde, toute seule. Voilà. Pourquoi les gens y décrochent?
Il décroche parce qu'on nous dit, moins il y aura de frontières, plus il y aura de sécurité. Plus il y aura de mosquées, moins il y aura d'islamistes. Plus il y aura de migrants, moins il y aura de chômeurs. Oui, alors, au bout d'un certain temps, les gens ils disent, ils sont vachement forts, ces mecs. Ils sont plus forts que nous. C'est normal qu'ils soient au pouvoir. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Vous voulez dire le réel, tout à coup, arrive en contradiction avec... Voilà. Je peux vous suivre sur beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand on voit d'ailleurs l'engouement qu'il y a pour votre livre, d'un retour de balancier idéologique un peu trop fort? C'est-à-dire, en gros, qu'il y ait des excès, qu'on soit allé dans des erreurs absolument majeures, oui. Est-ce que dans les progrès qu'on a pu accomplir depuis des décennies, tout est à jeter? Qu'est-ce que vous gardez on va dire, depuis 68, dans les 40 dernières années? Avant 68, les hommes politiques étaient malgré tout respectés, jusqu'à Pompidou. Et aujourd'hui, on a l'hédonisme politicien, les gens qui font carrière. Regardez, à longueur de journaux, on voit des gens qui se préparent pour faire carrière. Mais c'est pas que ça, mai 68. C'est aussi, de façon excessive, l'explosion de normes qui était étouffante. Regardez, quand je vous lis, en fait, il y a des tas de choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Pour autant, je suis laïque, je suis pour l'avortement, je suis ravie d'avoir le droit d'avoir certaines libertés en tant que femme, et en particulier des libertés politiques. Tout cela, vous ne le rejetez pas. Je suis pour la vie. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, qui est très grave, c'est qu'on assiste à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Il suffit d'aller aux États-Unis, ce que je raconte dans mon livre, le transhumanisme. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de préparer? Un homme bionique. Bon. La laïcité, moi c'est un sujet qui ne me dérange pas, ça a été inventé par Jésus-Christ. La laïcité, c'est de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça a été, peut-être, on peut discuter sur la question de l'invention par Jésus-Christ, ça n'a pas été inventé par l'Église catholique. Si, en tout cas par les rois trans. Après, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il ne faut pas passer de la laïcité au laïcisme. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand on ne propose plus à nos jeunes nos gloires, nos drames, nos larmes, et même nos élans spirituels, ils vont chercher ailleurs d'autres drames, d'autres larmes, d'autres gloires, d'autres élans spirituels. En d'autres termes, les laïcistes font le vide et les islamistes le remplissent. Mais je pense qu'un idéal humaniste qui nourrisse des individus peut être proposé justement sans référence à une croyance. Et c'est sans doute la différence entre nous. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup Michel Onfray, de voir son évolution, de parler avec lui. Je préfère de beaucoup un Onfray athée et souverainiste à un catho mondialiste. Vous rêvez aujourd'hui d'une alliance, justement, entre un souverainiste catholique comme vous, un souverainiste athée comme Michel Onfray. Vous voyez en 2017, parce que certains en ont parlé, le succès de votre livre, tout à coup, a suscité l'idée qu'il pourrait y avoir une candidature comme celle-là. D'abord, qu'est-ce qui réunit finalement toutes les rives, comme dirait Chevènement? Oui, mais justement, il a raté, Chevènement. Oui, non, mais d'accord. Non, mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout a été raté. Et donc? Non, j'ai aucune envie de revenir dans l'arène. Mais certains en ont envie pour vous, non? Oui. Non, mais il y a plein. Un Patrick Buisson, par exemple. Non, mais c'est vrai que compte tenu du succès de mon livre, il y a des gens qui disent Philippe Deuillet va revenir. Voilà. Si les gens avaient eu le sentiment que je faisais ça pour revenir, ils n'auraient pas acheté mon livre. Ce qui donne à ce livre sa force, c'est ma liberté. Vous n'irez pas? On peut pas dire jamais, etc. Je sais pas tout dépend des circonstances, mais dans les circonstances actuelles, non. Voilà. Les circonstances actuelles sont les institutions, par exemple, qui empêchent... Oui, pour une raison simple. Voilà. Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Il y en a un bout qui est à Washington, un gros bout, un bout qui est à Bruxelles, un bout qui est à Francfort. On suit la Madone, Merkel, etc. Et donc, en fait... pour exercer le pouvoir, pour l'exercer vraiment, il faudrait rapatrier tous ces pouvoirs-là. Il faut beaucoup de courage, c'est sortir de l'OTAN, par exemple. Sortir de l'OTAN, faire un renversement d'alliance, par exemple. Je ne comprends pas cette attitude stupide à l'égard de la Russie. Et qu'est-ce qu'on est allé foutre en Libye?
avec Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, etc. Si on fait vous vous rendez compte que pendant des siècles et des siècles, on faisait des guerres en France, offensives, défensives. C'était nos guerres. Maintenant, c'est plus nos guerres. C'est la guerre de qui? C'est la guerre des droits de l'homme, c'est la guerre de l'Amérique, c'est la guerre de qui? La guerre de Bernard-Henri Lévy en Ukraine, etc. Mais où est la France là-dedans? Le Vendéen que vous êtes ne se dit pas que, par moment, la seule solution, c'est une révolution? Révolution, oui. Une contre-révolution. Alors, vous rêvez d'une contre-révolution, c'est-à-dire revenir à avant, ou vous rêveriez d'une révolution, d'une nouvelle révolution? Il y a deux choses qu'il faudrait faire, et qui ne sont pas faciles. Si on veut que les citoyens retrouvent la cité, c'est-à-dire l'envie de s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. La première chose, c'est le rapatriement des pouvoirs. Dans le mot rapatriement, il y a le mot patrie. Et deuxièmement, redonner au pouvoir suprême ce qu'il a perdu. La durée et la sacralité. Nos politiciens, que ce soit par exemple Sarkozy, et pour prendre les deux derniers, Sarkozy et Hollande, il n'y a aucune sacralité, quoi. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Quand elle a duré, quelle connerie de Chirac, une fois de plus, avec le service national. Le quinquennat. Puisqu'on est en campagne permanente, vous avez vu, depuis 5 ans. Là, on parle dès qu'il a été élu, on est en campagne. Voilà, et donc, en fait, la France est en campagne présidentielle. Et pendant ça, le pays coule. Il nous faut De Gaulle en juin 40, mais vous le voyez où? Pour l'instant, on a... Vous en voyez qui surgissent? Ou François Fillon. C'est pour ça. Oui, d'accord. On a des histrions. On attend que quelque chose surgisse? Alors, moi, j'avais un maître qui me disait toujours, tu sais, Philippe, je ne me fais pas d'illusions, les maîtres, on ne les croit jamais. Ah bon? Ben, c'est très grave. Non, parce qu'il y a toujours un maître qui s'impose, le principe de réalité. Et donc là, avec ce qui se passe, les attentats passés et à venir, je pense que la prise de conscience des Français va être redoutable et je pense Encore faut-il qu'elle ne se fasse pas dans la colère et dans la haine. Oui, mais toute cette classe politique va être balayée. Et c'est souhaitable. Elle va connaître le chaos. Vous vous rendez compte que Juppé, il a commencé sa carrière sous Deschanel. Non, un peu plus tard, mais quand même. Je veux dire, Juppé, c'est lui qui a fait le service national, c'est lui qui a fait les grèves, etc. C'est lui qui a fait la dissolution. Il va être élu président de la République, peut-être. Il se passe quoi s'ils sont balayés? Balayés par quoi? Balayés par Marine Le Pen? Balayés par le peuple. Non, par le peuple. Non, mais Marine Le Pen, elle est la traduction politique de la souffrance identitaire des Français. Quand un doigt montre la lune, le sceau regarde le doigt. Donc tous les journalistes regardent Marine Le Pen. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord, en PACA, etc. C'est qu'il y a une souffrance identitaire terrible. Les Français comprennent que la droite et la gauche sont en même temps et de manière égale ou quasi égale, libérales, libre-échangistes, mondialistes, européistes, islamophiles et migrationnistes. Donc les gens qui ont été délocalisés, qui sont chômeurs, qui se retrouvent à la rue, les périphéries, comme dit Christophe Guilly, ces gens-là, aujourd'hui, font le bilan et ils disent les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis 40 ans sont des criminels. Et moi, je pense que les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis 40 ans sont des criminels. Vous m'entendez? Je le comprends très bien. C'est haute trahison. Mais haute trahison. Quand on est face à la haute trahison, ils ont préféré la sphère du mondialisme que l'intérêt supérieur de la France et des Français. Ce que vous nous proposez là, comme avenir, oui, c'est le chaos? Uniquement le chaos? Non, je suis en train ou une solution, mais laquelle? Oui, puisque vous nous dites je n'irai pas, vous nous dites je ne le ferai pas. Natacha Polony, on a un point commun, vous et moi. On a un point commun, vous et moi, c'est qu'on est dans la sphère métapolitique. Vous écrivez, moi aussi. Et donc je pense que le travail nécessaire à faire aujourd'hui, il est métapolitique, plus que politique. Et c'est-à-dire il faut que petit à petit, la société française, gagner la bataille des idées. Pour faire en sorte que le jour venu, les gens comprennent ce qu'on ferait. Par exemple, moi quand je parlais des frontières, depuis 1995 j'en parle, on dit fasciste, frontières, etc., le repli sur soi, l'enfermement, etc. Vous vous rendez compte? Et maintenant, ça va mieux quand même. Voilà. Et donc je pense que ce sont les idées qui mènent le monde, et ce sont les idées qui mènent les hommes, et pas l'inverse. Et donc, la bataille des idées
moi, c'est la bataille que je mène en ce moment. Merci beaucoup, Philippe Merci, Devilliers. merci. Au revoir. Au revoir.